Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 13. De la mode. 1. Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, c'est l'assujettissement aux modes quand on l'étend à ce qui concerne le goût, le vivre, la santé et la conscience. La viande noire est hors de mode, et par cette raison insipide. Ce serait pécher contre la mode que de guérir de la fièvre par la saignée. De même l'on ne mourrait plus depuis longtemps par Théotime. Ces tendres exhortations ne sauvaient plus que le peuple, et Théotime a vu son successeur. 2. La curiosité n'est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu'on a et ce que les autres n'ont point. Ce n'est pas un attachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est couru, à ce qui est à la mode. Ce n'est pas un amusement, mais une passion, et souvent si violente, qu'elle ne cède à l'amour et à l'ambition que par la petitesse de son objet. Ce n'est pas une passion qu'on a généralement pour les choses rares et qui ont cours, mais qu'on a seulement pour une certaine chose, qui est rare et pourtant à la mode. Le fleuriste a un jardin dans un faubourg, il y court au lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la solitaire. Il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l'a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui de joie. Il la quitte pour l'orientale, de là il va à la veuve, il passe au drap d'or, de celle-ci à l'agate, d'où il revient enfin à la solitaire, où il se fixe, où il se lasse, où il s'assoit, où il oublie de dîner. Aussi est-elle nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées. Elle a un beau vase ou un beau calice. Il la contemple, il l'admire. Dieu et la nature sont en tout cela ce qu'il n'admire point, il ne va pas plus loin que l'oignon de sa tulipe, qu'il ne livrerait pas pour 1000 écus, et qu'il donnera pour rien quand les tulipes seront négligées et que les œillets auront prévalu. Cet homme raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort content de sa journée. Il a vu des tulipes. Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d'une ample récolte, d'une bonne vendange, il est curieux de fruits. Vous n'articulez pas, vous ne vous faites pas entendre. Parlez-lui de figues et de melons, dites que les poiriers rompent de fruits cette année, que les pêchers ont donné avec abondance. C'est pour lui un idiome inconnu. Il s'attache au seul prunier, il ne vous répond pas. Ne l'entretenez pas même de vos pruniers. Il n'a de l'amour que pour une certaine espèce, tout autre que vous lui nommez, le fait sourire et se moquer. Il vous mène à l'arbre, cueille artistement cette prune exquise. Il l'ouvre, vous en donne une moitié, et prend l'autre. Quelle chair, dit-il. Goûtez-vous cela? Cela est-il divin? Voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs. Et là-dessus ses narines s'enflent. Il cache avec peine sa joie et sa vanité par quelque dehors de modestie. Oh l'homme divin en effet! Homme qu'on ne peut jamais assez louer et admirer. Homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles. Que je vois sa taille et son visage pendant qu'il vit. Que j'observe les traits et la contenance d'un homme qui seul entre les mortels possède une telle prune. Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux ses confrères, et surtout de Dionyette. Je l'admire, dit-il, et je le comprends moins que jamais. Pensez-vous qu'il cherche à s'instruire par des médailles, et qu'il les regarde comme des preuves parlantes de certains faits, et des monuments fixes et indubitables de l'ancienne histoire? Rien moins. Vous croyez peut-être que toute la peine qu'il se donne pour recouvrer une tête vient du plaisir qu'il se fait de ne voir pas une suite d'empereurs interrompus? C'est encore moins. Dionyette c'est d'une médaille le fruste, le flou, et la fleur de coin. Il a une tablette dont toutes les places sont garnies à l'exception d'une seule. Ce vide lui blesse la vue, et c'est précisément et à la lettre pour le remplir qu'il emploie son bien et sa vie. Vous voulez, ajoute Démocède, voir mes estampes? Et bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez une qui n'est ni noire, ni nette, ni dessinée, et d'ailleurs moins propre à être gardée dans un cabinet qu'à tapisser, un jour de fête,
le petit pont ou la rue Neuve. Il convient qu'elle est mal gravée, plus mal dessinée. Mais il assure qu'elle est d'un Italien qui a travaillé peu, qu'elle n'a presque pas été tirée, que c'est la seule qui soit en France de ce dessin, qu'il l'a achetée très cher, et qu'il ne la changerait pas pour ce qu'il a de meilleur. J'ai, continue-t-il, une sensible affliction, et qui m'obligera de renoncer aux estampes pour le reste de mes jours. J'ai tout Callot, hormis une seule, qui n'est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages. Au contraire, c'est un des moindres, mais qui m'achèverait Callot. Je travaille depuis 20 ans à recouvrer cette estampe, et je désespère enfin d'y réussir, cela est bien rude. Tel autre fait la satire de ces gens qui s'engagent par inquiétude ou par curiosité dans de longs voyages, qui ne font ni mémoire ni relation, qui ne portent point de tablette, qui vont pour voir, et qui ne voient pas, ou qui oublient ce qu'ils ont vu, qui désirent seulement de connaître de nouvelles tours ou de nouveaux clochers, et de passer des rivières qu'on n'appelle ni la Seine ni la Loire, qui sortent de leur patrie pour y retourner, qui aiment à être absents, qui veulent un jour être revenus de loin. Et ce satirique parle juste, et se fait écouter. Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que les voyages, et qu'il m'a fait comprendre par ses discours qu'il a une bibliothèque, je souhaite de la voir. Je vais trouver cet homme, qui me reçoit dans une maison où dès l'escalier je tombe en faiblesse d'une odeur de maroquin noir dont ses livres sont tous couverts. Il a beau me crier aux oreilles, pour me ranimer, qu'ils sont dorés sur tranches, ornés de filets d'or, et de la bonne édition, me nommer les meilleurs l'un après l'autre, dire que sa galerie est remplie à quelques endroits près, qui sont peints de manière qu'on les prend pour de vrais livres arrangés sur des tablettes, et que l'œil s'y trompe, ajouter qu'il ne lit jamais, qu'il ne met pas le pied dans cette galerie, qu'il y viendra pour me faire plaisir. Je le remercie de sa complaisance, et ne veux, non plus que lui, voir sa tannerie, qu'il appelle bibliothèque. Quelques-uns par une intempérance de savoir, et par ne pouvoir se résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance, les embrassent toutes et n'en possèdent aucune. Ils aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et être faibles et superficiels dans diverses sciences que d'être sûrs et profonds dans une seule. Ils trouvent en toute rencontre celui qui est leur maître et qui les redresse. Ils sont les dupes de leur curiosité, et ne peuvent au plus, par de longs et pénibles efforts, que se tirer d'une ignorance crasse. D'autres ont la clé des sciences, où ils n'entrent jamais. Ils passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les langues du Nord, celles des deux Indes, celles des deux pôles, et celles qui se parlent dans la Lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les caractères les plus bizarres et les plus magiques, sont précisément ceux qui réveillent leur passion et qui excitent leur travail. Ils plaignent ceux qui se bornent ingénument à savoir leur langue, ou tout au plus la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires et ignorent l'histoire. Ils parcourent tous les livres, et ne profitent d'aucun. C'est en eux une stérilité de faits et de principes qui ne peut être grande, mais à la vérité la meilleure récolte et la richesse la plus abondante de mots et de paroles qui puissent s'imaginer. Ils plient sous le fait. Leur mémoire en est accablée, pendant que leur esprit demeure vide. Un bourgeois aime les bâtiments. Il se fait bâtir un hôtel si beau, si riche et si orné, qu'il est inhabitable. Le maître, honteux de s'y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louer à un prince ou à un homme d'affaires, se retire au Galta, où il achève sa vie, pendant que l'enfilade et les planchers de rapport sont en proie aux Anglais et aux Allemands qui voyagent, et qui viennent là du Palais Royal, du Palais L, G, et du Luxembourg. On heurte sans fin à cette belle porte. Tous demandent à voir la maison, et personne à voir monsieur. On en sait d'autres qui ont des filles devant leurs yeux à qui ils ne peuvent pas donner une dot, que dis-je? Elles ne sont pas vêtues, à peine nourries. Qui se refusent un tour de lit et du linge blanc, qui sont pauvres, et la source de leur misère n'est pas fort loin. C'est un garde-meuble chargé et embarrassé de bustes rares, déjà poudreux et couverts d'ordures, dont la vente les mettrait au large, mais qu'ils ne peuvent se résoudre à mettre en vente. 10 fils commence par un oiseau et finit par 1000. Sa maison n'en est pas égayée, mais empestée. La cour, la salle, l'escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet, tout est volière.
Ce n'est plus un ramage, c'est un vacarme, les vents d'automne et les eaux dans leur plus grande crue ne font pas un bruit si perçant et si aigu. On ne s'entend non plus parler les uns les autres que dans ces chambres où il faut attendre, pour faire le compliment d'entrée, que les petits chiens aient aboyé. Ce n'est plus pour 10 fils un agréable amusement, c'est une affaire laborieuse et à laquelle à peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du grain et à nettoyer des ordures. Il donne pension à un homme qui n'a point d'autre ministère que de siffler des serins au flageolet et de faire couver des canaris. Il est vrai que ce qu'il dépense d'un côté, il l'épargne de l'autre, car ses enfants sont sans maître et sans éducation. Il se renferme le soir, fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre repos que ces oiseaux ne reposent, et que ce petit peuple, qu'il n'aime que parce qu'il chante, ne cesse de chanter. Il retrouve ces oiseaux dans son sommeil, lui-même il est oiseau, il est tupé, il gazouille, il perche. Il rêve la nuit qu'il mue ou qu'il couve. Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son léopard, de sa plume, de sa musique, les vanter comme ce qu'il y a sur la terre de plus singulier et de plus merveilleux, qu'il veut vendre ses coquilles? Pourquoi non, s'il les achète au poids de l'or? Cet autre aime les insectes. Il en fait tous les jours de nouvelles emplettes. C'est surtout le premier homme de l'Europe pour les papillons. Il en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite? Il est plongé dans une amère douleur. Il a l'humeur noire, chagrine, et dont toute la famille souffre. Aussi a-t-il fait une perte irréparable. Approchez, regardez ce qu'il vous montre sur son doigt, qui n'a plus de vie et qui vient d'expirer. C'est une chenille, et quelle chenille! Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.